qu'avec un peu de recul, qu'on ne constatera d'une manière définitive si les événements des mondialistes de 2016 furent réellement le début de la fin d'une ère qui fut définie par la dégradation des frontières entre États-nations. Tous les personnages et événements qui m'ont marqué personnellement cette année rentrent dans ce thème antimondialiste. On pourrait parler du Brexit, par exemple. Cette idée que la Grande-Bretagne pourrait sortir de l'Union européenne par biais de scrutin populaire était auparavant hallucinante. Il y a 6 ans, en 2010, Nigel Farage du parti britannique UKIP au Parlement européen, celui qui a éventuellement porté la victoire de la campagne en faveur du Brexit, a écopé une amende de 3 000 € lorsqu'il s'est levé au Parlement pour déclarer au président de l'Union européenne à l'époque, Herman Van Rompuy, et je cite, « Je ne veux pas être impoli, mais vraiment, vous avez le charisme d'une serpillière humide et l'aspect d'un petit guichetier de banque. La question que je veux poser, qui êtes-vous? Je n'avais jamais entendu parler de vous. On n'a jamais entendu parler de vous. Personne en Europe n'avait jamais entendu parler de vous. Je veux vous poser une question, Président. Qui a voté pour vous? Et quel mécanisme vous a fait élire? La démocratie n'est pas populaire avec vous. Les peuples d'Europe doivent vous démettre de votre poste. Est-ce que c'est ça la démocratie européenne? Je sens que vous êtes compétent, capable et dangereux. Je n'ai aucun doute sur le fait que votre intention est d'être l'assassin de la démocratie européenne et de toutes les nations européennes. Vous ne savez pas ce qu'est un pays uni, car vous venez de Belgique, qui est plutôt un non-pays. Mais depuis que vous êtes là, on a vu la Grèce réduite à devenir rien de plus qu'un protectorat. Monsieur, vous n'êtes pas légitime à ce poste. Je peux dire qu'avec confiance, je parle au nom de la majorité du peuple anglais. On ne vous connaît pas. On ne vous veut pas. Plutôt, vous partirez, mieux cela sera. 6 ans plus tard, le peuple britannique a saisi cette chance de sortir de ce carcan mondialiste. Et l'élection de Donald Trump, qui a commencé sa campagne présidentielle aux États-Unis en étant balayée par quasiment tout observateur politique, tout comme le fut Farage en Europe, il a quand même réussi à gagner avec un discours démondialiste. La restauration de frontières afin d'atténuer l'insécurité et la précarité économique et une réduction d'interventionnisme militaire en faveur d'une approche plus axée sur la commerce international, mais quand même protectionniste des intérêts du peuple américain. On voit aussi dans ce phénomène de démondialisation le concept d'asymétrie. L'asymétrisme serait le deuxième plus grand thème de 2016, à mon avis, l'idée qu'une seule personne, telle que Trump ou Farage, pourrait se battre contre le monde ou contre le système et inspirer un mouvement populaire. Sur ce même thème d'asymétrisme, l'action de Wikileaks, fondée par Julian Assange, qui vit depuis plus de 4 ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, avait publié des documents pendant la campagne présidentielle américaine, obtenus des comptes mails des membres clés du Parti démocrate et de la campagne de leur candidate Hillary Clinton, qui ont effectivement permis au grand public de percevoir la sale réalité des coups bas politiques. Julian Assange, un seul homme, avec sa connexion Internet, qui fut enfin rompue par son hôte, le gouvernement d'Équateur, afin d'éviter toute perception d'influence sur l'élection américaine. Et là, les documents ont continué quand même à couler. La guerre en Syrie et la lutte contre Daesh furent aussi asymétriques et ont vu la montée cette année du leadership et de l'influence de la Russie autour de son conflit, ainsi que l'influence des alliés comme l'Iran, la Chine et la Syrie elle-même. Alors, y aurait-il d'autres thèmes, personnages ou événements qui ont façonné notre monde cette année? Avec moi aujourd'hui au studio pour discuter de tout cela, François Asselineau est président de l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine, et candidat à l'élection présidentielle en 2017. Et Romain Mielsarek est journaliste spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Il anime le blog Guerre et Influence. Il mène également une thèse sur l'influence de l'armée française sur le récit médiatique de la guerre en Afghanistan. Bienvenue tous les deux à l'émission. Alors, j'aimerais vous demander tous les deux,
À votre avis, ce concept de démondialisation que je viens d'évoquer, est-ce qu'à votre avis, c'est un thème cette année ou est-ce que peut-être il faut le modifier? Est-ce que c'est plutôt le populisme ou le nationalisme qui a régné? François Asselineau. Écoutez, moi, personnellement, je n'ai jamais très bien compris la différence qu'il y a entre le populisme et la démocratie. La démocratie, c'est quand même le pouvoir au peuple. Le populisme, à l'origine, c'était des romans du 19e siècle. En fait, dans le jargon contemporain, populiste, c'est quiconque s'oppose à la domination des élites euro-atlantistes. À partir de ce moment-là, vous êtes populiste. Moi, je vois en tout cas qu'il y a dans les gouvernements actuels comme en France des gouvernements qui ont des réflexes populistes, qui désignent des boucs émissaires ou qui essayent d'agiter des peurs ancestrales, comme le gouvernement français actuel. Moi, je pense qu'il y a en fait une grande leçon de l'histoire que l'on connaît, c'est que depuis des milliers d'années, en tout cas des siècles et des siècles, on a des périodes d'ouverture et de fermeture, des périodes d'ouverture sur le monde et des périodes de refermeture. C'est une scansion de l'histoire. On a trouvé des sesterces de l'Empire romain en Chine au milieu du XIVe siècle. Il y avait beaucoup d'échanges qui avaient lieu entre l'Asie et l'Europe. On a eu des grands moments d'ouverture, puis après des moments de fermeture au XIXe siècle. Je crois que là, après les 30 années qui viennent d'avoir lieu, on va inéluctablement vers un mouvement de, effectivement, comme vous l'avez dit, de rétablissement des contrôles aux frontières, de rétablissement des contrôles aux mouvements de capitaux. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, au passage, on découvre que le monde a changé et que actuellement le monde occidental, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et puis l'Europe, sont sur le déclin, à la fois en termes économiques, mais aussi en termes politiques, en termes géopolitiques et militaires, au profit de grandes puissances en montée. On a appris, je crois que c'était hier ou avant-hier, que l'Inde vient de dépasser l'économie britannique. On voit se dessiner un 21e siècle qui est tout à fait nouveau. Romain Miasarek, j'avais évoqué dans la chronique le discours de Nigel Farage en 2010 devant le Parlement européen. Et ce n'est qu'aujourd'hui, en 2016, qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui bouge sur le plan antimondialiste. À votre avis, pourquoi ce décalage ? Alors, je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans le piège de prendre la rhétorique de M. Farage comme une exposition de faits. Lorsqu'il désigne M. Van Rompuy comme un simple fonctionnaire, c'est aussi un exercice qui lui permet de faire passer un message. Je rappellerai qu'à la tête de l'ONU, il y a un secrétaire général que tout le monde respecte et que l'on écoute pour ce qu'il est, à savoir une personnalité qui est censée exprimer la voix d'une institution. M. Van Rompuy est censé faire exactement la même chose. C'est assez pratique de se mettre dans ce genre de positionnement. Je ne crois pas que l'on est dans une logique de démondialisation. Les pays et les peuples sont plus connectés qu'ils ne l'ont jamais été. Effectivement, comme le dit M. Asselineau, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, les échanges sont plus rapides qu'avant. Et je crois que les peuples, en général, les gens ont du mal à se situer, à savoir quelle est leur place dans tout ça. Et il me semble qu'un certain nombre de leaders politiques ont une tentation qui est assez facile, qui est de jouer sur cette inquiétude et de l'exploiter en disant aux gens replions-nous sur nous-mêmes et ça va nous permettre de nous protéger de la menace des agressions qui viennent de l'extérieur. Monsieur Trump en est un très bon exemple. Vous dites Monsieur Trump est un exemple de démondialisation, et comme s'il allait sortir les États-Unis du rôle qu'il joue actuellement sur la scène internationale. Mais Monsieur Trump est un pur produit de la mondialisation. Son empire économique s'étend dans des pays du monde entier. Il a des entreprises, des golfs partout en Europe, partout dans le Golfe, et il est connecté avec ce monde-là. Oui, mais ça dépend de la définition de la mondialisation aussi. Il a dit aux habitants des États-Unis, ne vous inquiétez pas, nous allons nous sortir de tout ça. Bon, je pense qu'il faut attendre de voir ce qu'il va faire concrètement. François Asselineau. Je reviens à ce que je disais. Je pense que l'une des clés, c'est l'affaire de la question de la libre circulation des mouvements de capitaux ou pas. Parce que la mondialisation, moi je ne cesse de le répéter, elle n'est pas la même pour tout le monde. Non, voilà. Je suis d'accord. Les grands pays qui se développent actuellement, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde dont je parlais à l'instant, que ce soit l'Asie du Sud-Est, sont des pays qui justement n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux qui ont été imposés par une oligarchie industrielle et financière aux pays de l'OCDE. Le problème qui se pose notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe, c'est la désindustrialisation à toute allure, c'est la perte de l'identité parce qu'on voit que des fonds de pension rachètent par exemple la
France est rachetée par appartement en permanence. Par exemple, l'émir du Qatar peut racheter en France des hôtels, le Paris Saint-Germain, etc., alors que l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas acheter au Qatar des hôtels. Donc c'est là où vous parliez d'asymétrie, ça c'est une asymétrie fondamentale. Et puis il y a un point fondamental aussi, c'est que c'est pas seulement la démondialisation, c'est le retour de la démocratie. C'est-à-dire demos kratos, le pouvoir, et kratos en grec ancien, c'est le pouvoir qui s'acquiert par la force. Les peuples veulent reprendre le pouvoir. Ils ont bien compris que les grandes institutions internationales, et tout spécialement la construction européenne, mettent en cause directement la démocratie. Moi, ce que je retiens personnellement de l'année 2016, c'est d'abord et avant tout la nécrose accélérée maintenant de l'Union européenne qui, à mon avis, va s'effondrer dans les années qui viennent. Et pourquoi est-ce que vous dites ça ? Parce qu'il y a eu toute une série d'événements. On devait parler, je crois, d'événements. Moi, je retiens plusieurs événements au cours de cette année. Je retiens le 6 avril dernier, on l'a un petit peu oublié. C'est le référendum aux Pays-Bas les Néerlandais ont dit non à l'accord d'association avec l'Ukraine. D'ailleurs, depuis lors, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, tout ça a été passé comme d'habitude. À chaque fois qu'un peuple ne vote pas conformément à ce que souhaitent les élites, on glisse sous le tapis le problème. Mais entre quoi, pour l'instant, formellement, cet accord avec l'Ukraine a été bloqué. Ce qui prouve au passage que le peuple néerlandais, comme beaucoup de peuples d'Occident, ne croit pas dans la propagande qui leur a été diffusée sur les gentils Ukrainiens et les méchants Russes. Je retiens effectivement le 23 juin, bien entendu, le vote sur le Brexit. Et puis je retiens le 23 novembre, le vote au Parlement européen de ce truc absolument invraisemblable, c'est cette motion contre la propagande russe sur les réseaux sociaux. On se croirait revenu en URSS, mais cette fois-ci, l'URSS, c'est du côté occidental que ça se passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élites euro-atlantistes prennent peur devant ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la construction européenne. En fait, aboutit à une impasse, à une multiplication d'impasses dans tous les domaines et est voué à s'effondrer. Alors je le dis d'autant plus que moi, le mouvement politique que j'ai créé, ça va bientôt faire 10 ans. Nous sommes le mouvement en plus forte croissance de France. Et à l'exception des médias russes ou bien de la radio Belgrade numéro 1, la radio serbe ou de quelques médias étrangers, je suis totalement blacklisté des grands médias français, alors que nous avons quand même fait aux dernières régionales 1% des suffrages. Et on voit au même moment les grands médias occidentaux, enfin en France plus exactement, promouvoir de façon burlesque la candidature de M. Macron qui représente 0 électeur. Il n'a jamais fait un seul électeur. 0 programme, mais lui, c'est le candidat de l'oligarchie. Et ça se voit maintenant comme le nez au milieu du visage. Et alors ça, c'est un peu l'avenir. L'année prochaine, on verra ce qui va se passer avec Macron et la France et bien sûr la tendance qu'on voit cette année avec le Brexit et autres événements. J'ai demandé aux invités de préparer quelques événements qui leur sont venus à l'esprit et aussi quelques personnages. Et je vais commencer avec vous, Romain Miassac. Pour vous, c'était qui un personnage important de l'année 2016? Alors moi, il y a un personnage que j'ai trouvé assez intéressant justement dans cette manière de se construire en opposition à l'exercice de démagogie dont ont fait preuve beaucoup de responsables politiques cette année. C'est Madame Merkel. Madame Merkel qui a été l'une des rares à prendre dès le départ la question des migrants à bras-le-corps, en admettant qu'il n'était pas possible de simplement les laisser à la porte. En disant il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on fasse quelque chose. Ce qui l'a mis dans une position politique compliquée. C'est considéré comme un des principaux facteurs de sa perte de popularité et qui en même temps l'a mis dans une position sécuritaire aussi assez compliquée parce que cette situation migratoire est perçue comme un foyer de menaces potentielles. Alors pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup d'exemples, mais il y en a eu quelques-uns. Et ce qui la met dans une situation assez délicate. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur cette question de la circulation de l'information, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Les gens ont effectivement une aspiration à plus de démocratie, et je pense qu'il faut faire attention. La démocratie, ce n'est pas chercher à entendre ce qu'on a envie d'entendre, et ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est essayer d'expliquer, et aussi la complexité des situations et la difficulté des situations. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par les médias en ce moment, mais je crois que les responsables politiques se sont mis dans le même exercice maladroit. Et par exemple, Monsieur Asselineau, quand vous dites je ne suis pas invité parce que je suis blacklisté, moi je ne sais pas pourquoi on ne vous invite pas, mais c'est peut-être aussi parce que on ne vous a pas considéré comme étant quelqu'un d'intéressant. Je ne dis pas que c'est le cas ou non. Je dis qu'il faut essayer de comprendre aussi pourquoi les journalistes ne le font pas. Et
Lorsque quelqu'un ne pense pas comme vous, ce n'est pas qu'il pense contre vous. Il pense peut-être juste différemment. Alors après, il faut réfléchir à comment on fait pour améliorer le dialogue, pour le construire autrement, pour répondre aux attentes notamment des citoyens, effectivement, pour mieux leur expliquer les situations et pour mieux les informer. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans la caricature d'exercices de confrontation systématique, parce qu'à mon avis, tout le monde a à y perdre et c'est très triste. Monsieur Asselineau. Non, enfin là, j'apporte le démenti le plus formel à ce qui vient d'être dit. Nous avons des contacts avec de nombreux journalistes. Plusieurs journalistes nous ont dit que j'étais blacklisté, que n'avais pas le droit de parler de moi dans un certain nombre de grands médias, des grands journaux. Ça a pris des proportions absolument comiques et burlesques. Je répète, et ça j'aimerais qu'on m'explique, nous avons fait 190 000 électeurs au régional, c'est-à-dire 1% des suffrages. L'application de la loi en France, l'équité voudrait que je bénéficie d'1% des émissions politiques en France, sur tous les grands médias. Ça veut dire que normalement j'aurais dû être invité, par exemple, pour ne parler que des seules émissions matinales, j'aurais dû être invité une fois tous les 15 jours dans des émissions matinales. J'ai été invité 0 fois en 1 an, alors que M. Macron, j'y reviens, M. Macron a 0 électeur, a 0 programme, et M. Macron est catapulté constamment sur notamment les chaînes qui appartiennent à M. Drahi, sur BFM TV ou sur l'Express. Donc il y a, derrière tout ça, quelque chose qui n'échappe pas aux Français, c'est que les Français sont en train de comprendre que les grands médias sont tenus par une oligarchie, par des milliardaires. Et c'est exactement ce qui s'est produit au Royaume-Uni, c'est exactement ce qui s'est produit aux États-Unis, c'est exactement ce qui fait le succès d'ailleurs de Sputnik et de Russia Today, c'est-à-dire que les Français sur les réseaux sociaux vont chercher l'information parce que de plus en plus de Français comprennent qu'en fait on les prend pour des imbéciles. Alors il y a d'ailleurs une vraie révolution, ça aussi c'est un point très important de l'année 2016, c'est qu'en 2016 cette année, le nombre d'heures passées en moyenne par chaque Français devant Internet a dépassé le nombre d'heures passées devant la télévision. Et c'est une courbe qui s'est croisée et qui ne se recroisera pas. Ça veut dire que désormais, ce sont les personnes âgées en zone rurale qui regardent la télévision, alors que maintenant, les jeunes urbains, les moins de 25 ans ne regardent plus la télévision, vont s'informer sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont chercher, ils ont une démarche proactive pour chercher l'information. Alors, pour revenir au sujet des personnages qui ont marqué l'année, est-ce que c'est juste de dire que Emmanuel Macron n'est pas sur votre liste cette année? Aussi, on pourrait le mettre. On pourrait aussi mettre François Hollande. François Hollande qui a quand même réussi ce tour de force d'être le plus mauvais chef d'État depuis Charles X. Je crois qu'il a même dépassé Albert Lebrun. Vous savez, Albert Lebrun, c'était le dernier président de la Troisième République, dont Charles de Gaulle avait dit dans les Mémoires de guerre que pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Voilà, Monsieur Hollande se termine un quinquennat épouvantable. Et en plus de ça, il a même, vous avez vu cette chose absolument inouïe, c'est que non seulement il a dit qu'il se représentait pas, mais voici qu'hier il nous a dit que finalement il allait peut-être se représenter. Donc c'est comme un moustique. Vous allez croire il va taper dessus, puis d'un seul coup vous entendez il revient. Non, c'est pas possible. Moi, ma grand-mère aurait dit il n'a ni cœur ni honneur ce monsieur. Voilà. Normalement, à l'issue d'un quinquennat aussi catastrophique, il devrait se retirer sur la pointe des pieds. Mais sinon, il y a des personnalités dans le monde qui ont eu effectivement un rôle tout à fait éminent. Je suis désolé de le dire ici parce que malheureusement ça paraît un petit peu de la flagornerie, mais je veux dire, Monsieur Vladimir Poutine apparaît quand même comme, d'après le magazine Forbes, l'homme le plus puissant du monde. Il a réussi en matière de géopolitique un renversement complet de la situation au Moyen-Orient. Franchement, chapeau. Ça veut dire, d'ailleurs, tout le monde le sait. Il est présenté comme barbe bleue dans les grands médias occidentaux, mais là aussi, beaucoup de Français ne s'y trompent pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent ça de la même façon que dans un autre genre. Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui a été voué aux gémonies, qui a été traîné dans la boue par quasiment toute l'oligarchie euro-atlantiste aux États-Unis. Je rappelle que sur les 200 plus grands journaux américains, il y en avait 197, excusez-moi, qui avaient appelé à voter pour Mme Clinton et 1 qui avait appelé à voter pour Donald Trump. 85% de l'argent versé par les milliardaires s'était déversé sur la campagne de Mme Clinton. Monsieur Trump est parvenu à surmonter tout ça et à se faire élire président des États-Unis, ce qui d'ailleurs, à mon avis, ouvre une ère
très intéressante et peut-être d'instabilité interne aux États-Unis d'Amérique parce qu'il va se heurter à des forces très importantes. Roman Miasarek. Alors, il faudrait peut-être rappeler que parmi les médias propriétés de grandes fortunes, il y en a aussi quand même qui vous invitent. Un de ceux qui vous permet d'avoir le plus de visibilité, c'est Google. Il me semble que Google n'est pas un outil totalement indépendant. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à sortir un peu du jeu purement rhétorique. Je rentrerai pas J'avais refusé de prendre Poutine justement pour éviter ce type d'exercice de flagornerie. Moi, je trouve qu'il y a une personnalité qui a été très intéressante cette année, c'est Monsieur Erdogan. Dans la manière dont il a réorienté la stratégie de son pays, après avoir fait tourner en bourrique l'OTAN et l'Union européenne pendant une vingtaine d'années, il est en train de re-rentrer dans un autre axe stratégique en alliance avec la Russie et l'Iran, qui est assez intéressant, surtout après les accidents terribles qui ont eu lieu ces derniers mois. Je pense à l'avion abattu et je pense à l'assassinat de cette semaine de l'ambassadeur russe. Moi, il y a deux événements que je voulais mettre en avant qui sont à mon avis intéressants. C'est l'attentat de Nice qui a rappelé le type de menaces auxquelles on était exposé, qui étaient des choses auxquelles on s'attendait, qu'on avait déjà commencé à voir dans certains pays, mais qui ont l'asymétrie. Voilà, et qui ont émergé dans le paysage français et qui ont été une découverte, je pense, pour les citoyens français et européens depuis quelques jours. Et il y a un autre événement qui me paraît intéressant, c'est peut-être une déformation de journalisme, mais j'aime bien aller chercher la petite histoire qui raconte la grande histoire. En septembre dernier, la Suède, qui est un pays avec une forte tradition de neutralité, a envoyé un expert à Riga au centre de communication stratégique de l'OTAN. Et en fait, la Suède a exprimé par là sa peur de la stratégie d'influence de la Russie, à tel point qu'elle en arrive à être tentée de renoncer à sa neutralité pour rejoindre un camp. Et je ne dis pas que c'est légitime ou pas, mais je pense que c'est encore un événement qui raconte la peur d'un certain nombre de pays et de peuples européens du ton adopté par la Russie. Il y a eu d'autres événements du même type en 2015. La Suède avait déjà envoyé des gens dans un état-major de l'OTAN. Mais ça soulève des vraies questions stratégiques, notamment sur le rapport qu'il peut y avoir entre les Européens et les Russes. Mais est-ce que l'idée même d'envoyer et de faire montrer qu'on envoie quelqu'un, c'est pour démontrer que malgré le fait, la réalité, ce qu'on ne sait pas derrière, que c'est une manière d'influencer l'opinion publique en montrant, OK, voilà, il y a quelqu'un, on a des inquiétudes, peu importe la vérité derrière. Les Suédois sont restés très très prudents dans leur manière de se positionner sur ce sujet-là. Ils n'ont pas été dire qu'ils avaient une espèce de terreur face aux Russes. Ils ont dit, on observe un certain nombre de phénomènes, notamment informationnels. Et du coup, on essaye d'aller voir ce qu'on peut faire. Et ce centre d'expertise, en fait, produit du savoir-faire, produit de la recherche en termes de contre-propagande, en termes de construction d'un récit stratégique. Et les Suédois disent, voilà, on a une inquiétude, on va aller voir ce que fait l'OTAN et ce qu'ils peuvent nous raconter. Je pense que c'est regrettable à la fois pour les Européens de se retrouver dans ce type de situation et d'être dans ce type de dialectique avec la Russie, et à la fois pour les Russes de se retrouver dans une situation où même les Suédois en arrivent à se rapprocher de l'OTAN. François, c'est peu dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, moi, je ne sais pas ce que c'est les Européens. Ça n'existe pas. C'est comme si on disait les Martiens. Ça n'existe pas. Il y a des Français, il y a des Polonais, il y a des Estoniens. Je rappelle que, par exemple, les pays de l'Est n'ont absolument pas les mêmes relations avec la Russie ou avec l'Allemagne que la France. Je rappelle cette belle formule que Charles de Gaulle disait à Alain Peyrefitte en 1963. À chaque fois dans son histoire que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire. À chaque fois qu'on a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments. La géopolitique, la géographie impose que la France et la Russie doivent s'entendre pour faire des contrepoids à la Mitteleuropa Europa. C'est comme ça, quels que soient les régimes, que ce soit le régime tsariste, le régime de l'Union soviétique, maintenant le régime de la Fédération de Russie actuelle. En revanche, effectivement, les Polonais, les pays baltes, eux, peuvent vouloir avoir le parapluie américain. S'agissant de ce qui se passe en Suède, il y a actuellement des pressions considérables venant des États-Unis
pour que les pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'OTAN, c'est-à-dire très exactement la Suède, la Finlande et puis accessoirement l'Autriche, l'Irlande, Malte et Chypre, enfin la Suède et la Finlande, il y a des pressions monumentales pour que ces pays rentrent dans l'OTAN, puisque la géostratégie américaine vise à essayer de faire coïncider le périmètre de l'Union européenne, qui est le périmètre politique, avec le périmètre de l'OTAN, qui est le périmètre militaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend parler de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui, coup d'État ou pas coup d'État qui ait eu lieu, et pour l'instant, on est toujours sur cette perspective, et la Turquie n'est pas sortie, que je sache, de l'OTAN. Le dernier point, et là je ne suis vraiment pas d'accord sur l'influence, la menace russe. Moi, je suis désolé, quand je prends ma voiture le soir pour faire un parcours en France sur une autoroute, je n'entends jamais ou la moindre chanson russe. Je n'entends que des chansons américaines. Je ne vois que des séries américaines à la télévision. Je ne vois que le point de vue des États-Unis d'Amérique partout, tout le temps, toujours, sur toutes les grandes chaînes de radio et de télévision. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas le seul. Beaucoup de Français se précipitent justement pour avoir d'autres points de vue, pas seulement celui des Russes d'ailleurs, mais d'autres points de vue que celui qu'on nous assène. Donc moi, la menace, personnellement, la domination géopolitique actuellement, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas la Russie qui me fait peur, c'est plutôt l'impérium américain. C'est d'ailleurs tellement vrai que le président élu des États-Unis, M. Trump, a récemment dit une phrase qui, moi, m'a fait sursauter et je dois avouer, m'a bigrement intéressé lorsqu'il a dit que désormais, il voulait cesser d'aller déstabiliser tous les pays du monde. Voilà de bon augure. Et je pense que si les États-Unis appliquaient la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire... Juste avant de passer un coup de fil à Taïwan et de créer une dissension géopolitique potentiellement grave. Ça, c'était sens l'inverse, non? Entre la Chine et un autre État que la Chine accuse d'être sécessionniste. Donc, niveau interventionnisme, on fait quand même difficilement plus grossier. Non, je suis désolé. Il a téléphoné. Enfin, de toute façon, moi, je suis pas l'ambassadeur de M. Trump. J'en ai rien à faire de M. Trump. Je dis simplement que M. Trump a dit des choses. Quand il dit, par exemple, d'abord, il a téléphoné à Poutine. Il semble que maintenant la tension va baisser. Lorsqu'il dit que Obama et Mme Clinton sont derrière Daesh, je m'en réjouis. C'est ce que je disais il y a 2 ans. Lorsqu'il dit qu'il a été pour le Brexit, je m'en réjouis. Nous sommes pour le Frexit. Nous voulons sortir de l'Union européenne. Lorsqu'il dit qu'il est contre le TAFTA, je m'en réjouis. Nous sommes contre le TAFTA. Lorsqu'il dit que l'OTAN est une structure obsolète, je m'en réjouis. Nous voulons sortir de l'OTAN. Donc je dis qu'il y a quand même un changement de mentalité, un changement de vision du monde. Alors moi je ne fais confiance de toute façon. Vous savez, moi je ne regarde que les faits. Pour l'instant, M. Trump n'est pas encore arrivé à la Maison Blanche. Je dis simplement sur les faits, on sent un changement d'orientation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ce que j'attends de voir, c'est comment l'oligarchie états-unienne, comment notamment la CIA, qui semble-t-il est en bisbille avec le FBI aux États-Unis, comment la CIA va gérer l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, c'est la fin de l'émission. François Asselineau et Romain Miassac, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur leclasho.com ou sputniknews.com. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.